Savez-vous ce que c'est que de naître dans un pays où vous n'avez aucun droit, où les choses les plus simples du quotidien sont interdites, où vous n'avez pas le droit d'aimer, pas le droit d'être vous-même, pas le droit de vous habiller comme vous le voulez, vous n'avez pas de droit, tout simplement, c'est inscrit dans la loi. Eh bien moi je le sais, je sais ce que c'est que de naître dans un pays musulman, où les lois sont régies par l'islam et où la liberté de facto n'existe plus. L'islam appliqué, c'est l'islamisme. Et l'islamisme appliqué, c'est le terrorisme. Pour moi, l'islam n'est pas une religion de paix et d'amour. Pas plus que les autres religions, d'ailleurs. L'islam ne pourra cohabiter avec la paix et l'amour que lorsqu'il sera complètement soumis aux lois des hommes, aux lois de la République française et aux lois des pays démocratiques dans lesquels il essaie de s'imposer aujourd'hui comme une idéologie qui régit la société. L'islamisme est un fascisme. Il est un fascisme dans le sens où c'est un totalitarisme qui ne tolère pas la différence, qui ne tolère rien qui sorte de ses préceptes. C'est un totalitarisme parce qu'il nous a prouvé, encore une fois, que lorsqu'il ne pouvait pas s'imposer par la raison, il ne le pourra jamais, eh bien il s'impose par la violence, par les armes et par le crime. On voit à quel point les islamistes, avec toutes leurs différentes strates, leurs différentes facettes, essayent de s'imposer dans les sociétés occidentales. Lorsque ce n'est pas par la terreur des armes, par le crime, ils essayent de s'imposer en empruntant les voies de la justice, de s'imposer par la culture, de s'imposer en détournant de nobles combats comme le combat antiraciste, comme le combat pour les libertés individuelles, pour en faire des outils de défense de cette idéologie islamiste-là. Dans ce livre, j'ai essayé de décortiquer le fascisme islamique. J'ai essayé de définir pourquoi l'idéologie islamiste est un fascisme comme les autres, est un fascisme probablement plus dangereux que les autres, parce que c'est un fascisme qui a pour unique but d'imposer le règne de l'islam et de gommer, d'écraser toute différence. Pour l'islamisme, le monde se divise en deux. La maison de l'islam et la maison de la guerre. Tout ce qui n'est pas situé à l'intérieur de la maison de l'islam, eh bien, c'est un territoire de conquête et de guerre. En 5 chapitres, je déconstruis ce fascisme islamique. Quels sont ses outils dialectiques? Quelles sont ses ruses sémantiques? Quels sont ses mensonges historiques sur le mythe du vrai islam, par exemple? Qui était ce personnage de Mahomet, ce chef de la Oumma, ce chef d'État perpétuel qui jouit d'un tel culte de la personnalité, celui qui fait encore couler du sang? En avait-il fait couler de son vivant? Eh bien, tout est dans la Sira. Je m'attache à expliquer ces textes de la Sira, parler des massacres commis par les troupes de Mahomet envers les tribus de Banu Qaynuqa et de Banu Qurayda. Ce sont des sources historiques qui sont dans la Sira, qui sont adoubées, y compris par la communauté des musulmans. C'est le scénario qui est en train de se profiler aujourd'hui de façon insidieuse dans la société française et partout ailleurs en Occident. C'est ce scénario-là que je n'ai pas envie de voir arriver. C'est ce scénario-là qui me projette dans ce que j'ai vu monter pendant des années dans les pays musulmans. Et c'est ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans une espèce de candeur généralisée, dans une espèce de climat de capitulation face à la montée de ce fascisme islamique. Je parle également des mœurs matrimoniales de la société primitive de Mahomet. Je parle par exemple de la pratique du concubinage, de l'esclavage également. Je parle des mariages, de la vie privée de Mahomet, de son mariage avec Aïcha qui avait, selon les sources, entre 7 et 9 ans. Je parle de cet homme qui constitue aujourd'hui l'exemple suprême pour l'idéologie islamiste. Je définis également ce que c'est que le salafisme. Le salafisme n'est pas une interprétation des textes islamiques à la lettre, comme on peut le penser. Non, le salafisme, c'est simplement le fait de suivre l'exemple des salafs. Les salafs, ce sont les ancêtres vertueux. Évidemment, Mahomet est à la tête de ces ancêtres vertueux. Je consacre aussi un chapitre aux collaborationnistes
du fascisme islamique. Parce qu'aujourd'hui, cette idéologie criminelle ne peut pas avancer dans la société française sans qu'elle soit dotée d'une étiquette de fréquentabilité par certaines personnes a priori insoupçonnables de sympathie avec l'islamisme. Je parle d'une catégorie d'hommes politiques qui préfèrent diviser la société en communautés et qui préfèrent faire le jeu des islamistes et des imams pour mieux être élus. Je parle aussi de l'extrême gauche, évidemment. L'extrême gauche qui est la première responsable de ce glissement idéologique qui fait aujourd'hui des musulmans une espèce de communauté à part, une communauté qui est faible, qui est inférieure et qu'il faut donc protéger, à qui il faut accorder une tolérance supérieure aux autres, à qui il faut accorder des passe-droits sous prétexte que c'est leur culture. En réalité, sous couvert d'antiracisme, cette idéologie gauchiste, crypto-islamiste, sombre dans ce qu'il y a de plus raciste aujourd'hui, c'est-à-dire le différentialisme culturel. Je parle aussi d'une catégorie de féministes qui ont fini par adouber le voile intégral, le voile tout simplement, parce qu'il n'y a pas que le voile intégral, il y a aussi le foulard, hein, qui est un instrument d'enlaidissement de la femme. En réalité, le foulard, c'est quoi? C'est un morceau de tissu qui rend la femme plus laide afin qu'elle ne provoque pas d'émoi sexuel chez les hommes. Donc c'est quelque chose, c'est un bout de tissu qui réduit la femme à un objet sexuel et qui réduit l'homme à une bête en rut, incapable de contrôler ses ardeurs. Je parle aussi, et pour moi c'est aussi un chapitre très important, je parle de l'islamophobie en terre d'islam. Eh bien, l'islamophobie en terre d'islam n'existe pas. C'est quelque chose qui ferait rire les gens si vous leur en parlez. Pourquoi elle n'existe pas? Parce que là-bas, ils ont mieux, les islamistes. Ils ont le délit de blasphème, ils ont le délit d'insulte à la religion et le délit d'apostasie. Lorsque vous dites en terre d'islam ce qui vous fait taxer d'islamophobie ici, eh bien là-bas, on ne vous taxe pas d'islamophobe, on vous met en prison, on vous condamne à mort, on vous condamne au fouet, ou bien on vous tue. Et les personnes, les intellectuels, les artistes, les esprits libres qui ont fait les frais de ce fascisme islamique dans les pays musulmans ne se comptent plus. J'en donne plusieurs exemples dans le livre. Je parle de Faraj Fouda, assassiné par les frères musulmans dans les années 90. Je parle de Nahed Hattar, le dernier intellectuel qui a été assassiné par les islamistes en Jordanie il y a à peu près un mois. Je parle de Walid al-Husseini, de Nawal Saadawi, de Salman Rushdie, je parle de Taslima Nasrin et de tous ces intellectuels nés dans la culture musulmane, ces libres penseurs qui ont contesté cette idéologie-là, qui se sont opposés à elle et qui en ont fait les frais, soit en allant en prison, soit en sacrifiant leur vie, soit en menant une vie de paria, d'exilés et de fugitifs.